Mon père m'a laissé un héritage pour que je sois libre. La famille de ma fiancée veut me le prendre ou il n'y aura pas de mariage. J'ai cru que c'était une simple discussion de famille. Je ne savais pas que j'allais devoir choisir entre l'amour et ma dignité. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas juste une histoire d'argent. C'est une guerre silencieuse, une trahison déguisée en tradition. Je m'appelle Yacine. J'ai 31 ans, et jusqu'à récemment, je croyais être un homme chanceux. Je suis tombé amoureux à 28 ans d'une femme belle, intelligente, douce et ambitieuse. Sarah. Elle avait ce genre de regard qui te donne envie d'être meilleur. Une voix douce qui calmait mes nerfs même après une journée infernale. Une façon de me dire « je suis là » qui me donnait l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. Je l'ai rencontrée dans un salon professionnel. Elle était là avec son oncle, représentant d'un petit cabinet d'import-export. Moi, j'étais venu à reculons, juste pour accompagner un collègue. Mais dès qu'on a échangé nos premiers mots, il s'est passé quelque chose. Elle connaissait ses sujets, me regardait droit dans les yeux, et riait avec sincérité. Je n'avais pas vu ça depuis longtemps. Avant que je vous raconte comment la famille de ma fiancée a tenté de m'arracher l'héritage de mon père et comment j'ai tout retourné contre eux, dites-moi depuis où vous écoutez cette histoire. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si, vous aussi, on a essayé de profiter de vous, alors que vous étiez la seule personne vraiment sincère. On a commencé à se voir, puis à sortir ensemble, puis à ne plus se quitter. En moins d'1 an, on vivait ensemble. Ma mère m'a dit un jour, « Quand un homme sait, il sait. » Et moi, je savais. Alors j'ai fait ma demande. Simple, sincère. Dans notre salon, un soir d'hiver, devant la cheminée. Je ne suis pas un grand romantique, mais j'étais honnête. Elle a pleuré, m'a serré très fort, et a dit oui. Tout allait bien. Du moins, jusqu'à ce que le mot mariage ne réveille les démons cachés. La première alerte, je l'ai ignorée. C'était lors d'un dîner chez ses parents. Une table impeccable. Des verres alignés au millimètre près. Son père, froid mais poli. Sa mère, chaleureuse mais avec un air trop calculé pour être naturel. Son frère aîné, Mehdi, le genre d'homme toujours en train de regarder autour de lui comme s'il cherchait à flairer le danger ou une opportunité. À la fin du repas, alors qu'on buvait du thé à la menthe, son père a glissé une remarque, comme ça, l'air de rien. Bien sûr, il faudra discuter des aspects pratiques avant le mariage. Les papiers, les comptes, l'héritage. Tout ça doit être clair, n'est-ce pas? J'ai répondu sans me méfier. Oui, bien sûr. Moi je suis assez transparent là-dessus. Il a hoché la tête, satisfait. Je n'ai pas relevé. Après tout, c'est normal de parler d'argent avant un mariage, non? Surtout quand on vient de familles différentes, avec des parcours différents. Moi, j'ai grandi dans un milieu modeste. Mes parents ont travaillé dur. Mon père était artisan. Il est mort d'un cancer 2 ans avant ma rencontre avec Sarah. Avant de partir, il m'a laissé un bien précieux. Une maison qu'il avait construite lui-même, un petit terrain, et un compte bien garni qu'il avait alimenté discrètement pendant toute sa vie. Il m'avait dit une fois, « Je n'ai jamais été riche, mais je veux que tu sois à l'abri. Et surtout, que personne ne te mette jamais la corde au cou à cause de l'argent. » Ces mots me reviennent en boucle depuis peu. Parce que 3 mois avant la date prévue du mariage, j'ai reçu un appel de Sarah. Elle voulait qu'on passe chez ses parents pour finaliser certaines choses. J'ai dit oui, sans me méfier. Quand je suis arrivé, il y avait ses parents, son oncle et son frère. Tous assis autour de la table comme un conseil d'administration. Sarah n'était pas encore là. J'ai compris que ce n'était pas une discussion légère. Son père a ouvert une chemise cartonnée et a posé un document devant moi. C'est un contrat. Une convention prénuptiale. Rien d'inhabituel. On veut juste s'assurer que les choses sont claires. J'ai pris le papier. J'ai lu. Et j'ai senti mon cœur ralentir. Il demandait expressément que l'héritage de mon père soit mis au nom de Sarah. Pas mis en commun. Transféré. Donné. Avant le mariage. Je l'ai reposé, calmement. Je ne comprends pas. Sa mère a souri doucement, presque gênée. Ce n'est rien de méchant, Yacine. C'est juste que, pour la stabilité du couple, il faut une base égale. Tu viens avec plus, c'est injuste. Et puis, c'est symbolique. Son oncle a enchaîné. Imagine, un jour, tu disparais. Sarah se retrouve sans rien alors que vous avez bâti votre vie ensemble. C'est une sécurité. Je suis resté silencieux. J'essayais de digérer. Et c'est Mehdi, le frère, qui a dit la phrase de trop. Si t'as rien à cacher, c'est pas un problème, non? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas une question de cacher. C'est une question de respect. Cet héritage,
C'est le fruit du travail de mon père. Je peux partager. Mais le transférer? Au nom de quelqu'un d'autre? Avant même qu'on soit mariés? Le père s'est raidi. Si tu refuses, alors c'est que tu n'as pas confiance en Sarah. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de mariage. J'ai pris une grande respiration. Et elle en pense quoi? Ils ont tous baissé les yeux. Et là, Sarah est entrée. Elle a vu la scène, les papiers, mon visage. Elle a compris tout de suite. Je lui ai tendu la main. Dis-moi que ce n'est pas toi qui as demandé ça. Elle s'est approchée. Lentement. Elle m'a pris la main. Et elle a dit doucement. Ce n'est pas contre toi. C'est juste une formalité. Un geste pour montrer que tu me fais confiance. Et c'est là que j'ai compris que j'étais seul. Je me suis levé. J'ai posé la feuille sur la table. Si vous pensez que je dois acheter ma place dans cette famille, alors je me suis trompé de famille. Et je suis parti. Je suis rentré chez moi le cœur battant, la tête pleine de colère. Je ne me souvenais même plus du trajet. Les images se bousculaient, le contrat, le regard de Mehdi, le silence gêné de Sarah, et surtout cette phrase, répétée comme un poison. Si tu refuses, il n'y aura pas de mariage. Je suis resté debout dans le salon, la veste encore sur le dos. Je n'arrivais pas à poser mes affaires. C'était comme si mon corps refusait de se détendre. Je revoyais le regard de mon père, dans cet atelier poussiéreux, quand il m'avait dit « Je ne te laisse pas une fortune. Je te laisse ta liberté. Protège-la. » Et je l'avais presque vendue, sans m'en rendre compte. 1 heure plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai su que c'était elle. Je n'ai pas bougé tout de suite. Puis j'ai ouvert. Sarah se tenait là, essoufflée, les joues rouges, les yeux brillants. Elle avait pleuré. Mais elle n'avait pas l'air furieuse. Juste, perdue. « Je peux entrer ?» a-t-elle murmuré. J'ai reculé d'un pas. Elle est entrée, lentement. Elle n'a pas cherché à m'embrasser. Elle s'est juste assise sur le canapé, les mains serrées sur ses genoux. Silence. Puis elle a dit « Je suis désolée. Ils ont été trop loin. » J'ai hoché la tête, doucement. Mais je ne disais rien. Elle a continué. « Je ne leur ai jamais demandé ce contrat. C'est mon père. Il est parano. Tu sais comment il est. Et Mehdi, n'en parlons pas. Et toi ? Ai-je demandé. Elle a levé les yeux vers moi. Moi, je ne t'ai jamais demandé de tout me donner. Mais je ne t'ai pas défendu non plus. Et je m'en veux. Elle semblait sincère. Fragile. Mais je ne savais plus si c'était de l'amour ou de la culpabilité. Pourquoi tu n'as rien dit, là-bas ? Pourquoi tu l'as laissé parler à ma place ? Me suis-je entendu dire ? Parce que je ne voulais pas faire d'histoire. Parce que je pensais que tu allais accepter, juste pour qu'on avance. Et parce que, une partie de moi avait peur que tu refuses. Je me suis assis en face d'elle. Et maintenant ? Elle a respiré profondément. Maintenant, je suis là. Pas eux. Moi. Et je ne veux pas qu'on se quitte à cause de ça. J'ai parlé à mon père. Je leur ai dit d'arrêter. Et il a dit quoi ? Elle a baissé les yeux. Qu'il ne viendrait pas au mariage. Qu'il me renie si je t'épouse sans contrat. J'ai senti un frisson me traverser le dos. Tu veux vraiment vivre avec quelqu'un qui divise ta famille ? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je veux vivre avec quelqu'un que je respecte. Et si ça veut dire perdre mon père, alors je le perdrai. C'était fort. Peut-être sincère. Mais au fond de moi, une alarme restait allumée. J'ai dit. Alors laisse-moi du temps. Elle a acquiescé. Et elle est partie. Les jours suivants ont été silencieux. Pas de message. Pas d'appel. Juste moi, mes pensées, et l'écho de cette trahison à peine réparée. J'ai revu mon notaire. Je lui ai parlé de la pression. Du contrat. Il m'a regardé longtemps, puis il a dit. C'est de la prédation déguisée. Il te teste. Si tu cèdes maintenant, tu ne t'en sortiras jamais. Ton père t'a laissé ça pour te protéger. Ne laisse personne le détourner. J'ai réfléchi toute la nuit. Et puis j'ai décidé de poser mes conditions. Clairement. Fermement. J'ai écrit une lettre. Une vraie, manuscrite. Je l'ai donnée à Sarah le lendemain, lors d'un rendez-vous dans un café discret. Elle a lu en silence. Je ne signerai pas ce contrat. Je suis prêt à partager ma vie, pas à céder mon passé. L'héritage de mon père n'est pas négociable. Si tu me choisis, tu me prends tel que je suis, libre. Si ta famille refuse, alors je te laisse choisir. Elle a refermé la lettre. Les mains tremblaient un peu. Tu me demandes de choisir entre toi et eux, a-t-elle soufflé. Non.
Je te demande de choisir entre un mariage basé sur la confiance ou sur un contrat forcé. Elle a regardé par la fenêtre longtemps. Puis elle m'a dit, « Donne-moi 3 jours. » J'ai acquiescé. Et j'ai attendu. 3 jours. C'est long quand tu ne sais pas si ta vie va commencer ou s'effondrer. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai évité les réseaux. J'ai refusé les invitations de mes amis. J'ai passé mes journées à marcher, seul, dans les rues de la ville, casque sur les oreilles, regard vide. J'observais les passants, les couples, les gens pressés. Je me demandais combien d'entre eux vivaient une vie bâtie sur un mensonge. Combien avaient cédé pour éviter les problèmes, pour ne pas perdre l'autre. Moi, j'avais décidé de ne plus céder. Mon père n'avait pas travaillé 40 ans comme un chien pour qu'on piétine son héritage à coups de « si tu m'aimes, tu dois ». Et surtout, je ne voulais pas que ma vie de couple commence avec un marché, une pression, une menace. Le 3e jour, je n'ai pas dormi. J'étais dans le salon, les rideaux encore fermés. Il était à peine 8 heures quand j'ai entendu frapper à la porte. Je savais que c'était elle. Quand j'ai ouvert, Sarah était là. Elle avait une veste beige, des cernes sous les yeux, un regard à la fois décidé et brisé. Elle tenait une enveloppe. « C'est fini », a-t-elle dit avant même que je parle. Je suis resté figé. « Tu veux dire ?» J'ai rompu avec eux. Je leur ai dit que je me mariais sans contrat, sans héritage, sans condition. Mon père m'a dit qu'il ne viendrait pas. Ma mère m'a supplié de réfléchir. Mehdi m'a bloqué de partout. Elle m'a tendu l'enveloppe. Dedans, tu trouveras le contrat, déchiré. Par mes mains. J'ai pris l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Je voyais dans ses yeux qu'elle disait la vérité. Elle s'est mise à pleurer. Pas des larmes de détresse. Des larmes de soulagement. Je t'ai choisi. Toi. Pas leur argent. Pas leur contrôle. Toi. Je ne sais pas si c'est l'émotion, le choc ou le soulagement, mais j'ai avancé, lentement, et je l'ai prise dans mes bras. Elle a fondu contre moi comme si elle tenait debout depuis 3 jours uniquement par fierté. On est resté ainsi, longtemps. Le mariage a eu lieu 3 mois plus tard. Petit. Intime. Sans sa famille. Seulement quelques amis, ma mère, et des gens qui nous aimaient vraiment. Elle a pleuré en mettant sa robe, seule, dans une chambre d'hôtel, sans sa mère. Moi, j'ai eu une pensée pour mon père. J'aurais voulu qu'il soit là. Mais quelque part, je sais qu'il m'aurait regardé avec fierté. À la mairie, quand le maire a dit « Acceptez-vous de prendre pour épouse ?» et que j'ai répondu oui, j'ai senti que ce oui avait du poids. Ce n'était pas un oui de confort. C'était un oui construit sur une tempête. Le soir, Sarah et moi avons dansé. Elle souriait, un vrai sourire. Celui d'une femme qui avait choisi par amour, pas par pression. Et à la fin de la soirée, elle m'a murmuré à l'oreille. « Merci d'avoir tenu bon. Même contre moi. » Je lui ai répondu doucement. « Merci d'être revenu quand j'ai tenu. » Mais ce n'était pas la fin. 1 mois après notre retour de lune de miel, une lettre recommandée est arrivée à la maison. Elle était signée d'un avocat. Mehdi nous attaquait pour rupture d'engagement moral vis-à-vis de la famille. Il accusait Sarah de déshonneur, de faute grave envers les intérêts familiaux. Et moi, indirectement, d'avoir manipulé sa sœur. La guerre venait à peine de commencer. Sarah lisait la lettre en silence. Assise au bord du canapé, elle tenait l'enveloppe entre ses doigts tremblants. Son visage était pâle. Son regard fixé sur les mots, comme si elle espérait qu'en les lisant une 2e fois, ils disparaîtraient. Moi, j'étais debout, les bras croisés, le cœur battant. « C'est une plaisanterie, non ?» ai-je dit, en tentant de garder mon calme. Sarah a refermé la lettre. Elle me l'a tendue. « Non. C'est bien réel. » Je l'ai lu à mon tour. Mot après mot. Son frère, Mehdi, nous accusait de déstabilisation des accords familiaux. Il prétendait que Sarah avait rompu un pacte moral existant entre elle et la famille, que tout mariage devait respecter certaines règles, dont la mise en commun immédiate des biens. Il écrivait noir sur blanc que notre union représentait un risque pour l'équilibre patrimonial de la famille, et que cela justifiait une procédure judiciaire pour préjudice moral envers les intérêts familiaux communs. Un tissu d'ânerie pseudo-juridique, inventé pour impressionner. Mais le ton était sérieux. L'entête officielle. Et la lettre se terminait par une menace à peine voilée. À défaut de résolution amiable, nous nous réservons le droit d'engager une procédure publique pour défendre nos droits. Sarah s'est levée. Il veut nous salir. Publiquement. Il veut faire croire que je t'ai choisi pour t'extorquer, pour déshonorer la famille, pour trahir. Il veut surtout te faire regretter de ne pas l'avoir écouté, ai-je répondu.
C'est une guerre d'orgueil. Elle a éclaté. Mais c'est de la folie. Je suis sa sœur. Il n'a aucun droit de faire ça. C'est ma vie. Je me suis approché d'elle. Je l'ai serrée dans mes bras. Justement. C'est ta vie. Et il est furieux de ne plus la contrôler. Le lendemain, nous étions dans le cabinet de mon avocate. Elle s'appelait Maître Maillard. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en chignon, regard perçant et calme d'acier. Elle a lu la lettre. Puis elle a souri. C'est un ramassis de fumée juridique. Aucune base solide. Mais c'est stratégique. Stratégique? Ai-je demandé. Oui. Il ne veut pas vraiment vous traîner en justice. Il veut vous faire peur. Il veut vous salir dans votre entourage, semer le doute, vous épuiser moralement. C'est un harcèlement par papier. Sarah avait la gorge nouée. Et si ça va plus loin? Maillard a refermé le dossier. Alors on répondra. Et croyez-moi, j'ai connu des familles bien plus puissantes. Leur nom ne me fait pas peur. Elle a tapé du doigt la lettre. Ce type est en train de perdre le contrôle. Et c'est le moment où il devient le plus dangereux. Ne lui donnez pas ce qu'il cherche, une faiblesse. Sarah a hoché la tête, les larmes aux yeux. Moi, je me sentais prêt. Mais fatigué. Très fatigué. Le soir, à la maison, nous avons tout éteint. Téléphone. Internet. Rien que nous deux. On s'est assis sur le balcon. Le ciel était clair. Et je l'ai regardé, cette femme que j'avais épousée, cette femme qui venait de sacrifier sa famille pour construire quelque chose avec moi. Elle avait les yeux fermés, comme si elle priait pour que tout s'arrête. Tu regrettes? Ai-je demandé. Elle a ouvert les yeux. Lentement. Non. Pas une seconde. Je lui ai pris la main. Alors quoi qu'il arrive, on reste soudés. D'accord. Elle a souri. D'accord. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris que nous étions entrés dans un nouveau combat. Pas contre Mehdi. Pas contre ses avocats. Contre le poison qu'ils voulaient injecter dans notre vie. La peur, la honte, le doute. Mais il était trop tard pour eux. On s'était choisi. Et cette fois, pour de vrai. Le premier coup n'est pas venu par un huissier, ni par une assignation. Il est venu par Facebook. Un post public, publié depuis le compte de Mehdi. Accompagné d'une photo de Sarah enfant dans les bras de leur père. Et un texte long, mélodramatique, visiblement rédigé pour frapper fort. Ma sœur, que j'ai toujours protégée, a fait un choix que notre famille ne comprend pas. Elle a préféré épouser un homme qui refuse de s'engager équitablement, qui a mis sa fortune à l'abri, et a humilié notre père en rejetant les valeurs de loyauté et de justice. Je lui souhaite tout de même du bonheur. Mais elle ne portera plus notre nom dans mon cœur. Ce post, partagé des dizaines de fois en quelques heures, a déclenché ce que Mehdi voulait, une tempête de commentaires, d'opinions, de jugements. Des gens qui ne nous connaissaient pas donnaient leur avis. Certains défendaient Mehdi. C'est normal, on ne se marie pas sans confiance. D'autres nous attaquaient directement. C'est quoi ce mari qui protège son argent au lieu de tout mettre en commun? Sarah a lu le post en silence. Puis elle s'est enfermée dans la salle de bain pendant 1 heure. Quand elle est ressortie, ses yeux étaient rouges, mais sa voix ferme. Il me faut une réponse. On ne va pas jouer à ça, Sarah. Pas sur les réseaux. Non. Je veux une vraie réponse. Calme. Digne. Pas pour lui. Pour moi. Pour ceux qui doutent. Alors on a écrit. Ensemble. Un long texte, signé de nous deux. Sans attaque, sans insulte. Nous ne voulons pas entrer dans un conflit familial public. Mais il est important de rappeler que l'amour ne se mesure pas à la somme d'un compte bancaire, ni à la capacité de céder à la pression. Nous avons choisi de nous marier par amour, avec honnêteté et équilibre. Aucun héritage ne vaut plus que notre liberté de construire notre vie sur des bases saines. Nous respectons ceux qui ne partagent pas nos choix. Mais nous n'accepterons jamais le chantage déguisé en tradition. Le post a explosé. Des messages privés sont arrivés en masse. Des soutiens. Des remerciements. Beaucoup nous disaient « Merci d'avoir dit tout haut ce que tant de couples vivent en silence ». Et puis, plus surprenant, un message inattendu. C'était un cousin éloigné de Sarah. On ne l'avait pas vu depuis le dîner de fiançailles. Je voulais juste vous dire que vous avez bien fait. Mehdi est connu pour manipuler les gens autour de lui. Il a ruiné 2 associés avec ses combines. Vous avez eu raison de dire non. On a creusé un peu. Et ce qu'on a découvert nous a abasourdis. Mehdi avait un passé trouble. Des investissements foireux, des prêts sous de faux noms, un procès étouffé grâce à un arrangement privé. Rien de criminel au sens strict,
mais assez pour entacher une réputation. Et pourtant, dans sa famille, tout le monde fermait les yeux. Parce qu'il était le fils modèle, le responsable, celui qui défend la tradition. Sarah a regardé les documents que j'avais imprimés. Elle a pris une longue inspiration. Il faut que ça sorte. Tu veux rendre ça public? Ai-je demandé, surpris. Non. Pas à tout le monde. Juste à mon père. Elle lui a écrit une lettre. 3 pages, à la main. Elle y racontait tout. La pression. Le contrat. Le refus. La liberté. Et les magouilles de Mehdi. Pas pour l'enfoncer. Juste pour rétablir une vérité. Je veux qu'il sache que ce n'est pas moi qui ai trahi la famille, a-t-elle dit. C'est lui. Elle l'a posté. Et elle n'a pas eu de réponse. Mais une semaine plus tard, son téléphone a sonné. C'était leur père. Elle a décroché. Je l'ai regardé parler. Longtemps. En silence. À la fin, elle a raccroché. Et elle m'a dit. Il ne s'excuse pas. Il ne vient pas. Mais il m'a dit qu'il regrette que les choses soient allées aussi loin. J'ai hoché la tête. C'est pas une réconciliation. Mais c'est un premier pas. Oui. Et je ne cours plus après la suite. Quelques mois plus tard, Sarah est tombée enceinte. Nous avons pleuré tous les deux. Cette fois, de joie. Et le jour où notre fils est né, alors que je le tenais contre moi, minuscule, chaud et fragile, j'ai murmuré à son oreille. Tu ne devras jamais prouver que tu mérites ce qu'on te donne. Tu le recevras parce que tu es aimé. Point. Sarah a souri depuis son lit d'hôpital. Tu seras un bon père, Yacine. Et je l'ai cru. 6 ans ont passé. Notre fils s'appelle Idriss. Il a 6 ans, des boucles noires indomptables, un regard vif et des questions à la chaîne. Il a cette curiosité du monde qu'on espère tous voir chez nos enfants. Et une sensibilité qui me bouleverse. On vit dans une maison simple, loin de la ville, avec un petit jardin. Je travaille encore dans la tech, Sarah est à son compte. On est heureux. Vraiment. Pas parfaitement, pas sans fatigue, mais profondément. Le passé est resté derrière nous. On ne parle plus de Mehdi, ni de la famille de Sarah. Ils ont disparu de notre quotidien comme un brouillard qui s'est levé. Mais on n'oublie pas. On vit juste avec ce silence comme une vieille cicatrice. On ne la sent plus, sauf les jours de pluie. Et ce jour-là, justement, il pleuvait. Idriss était assis dans le salon, en train de feuilleter un vieil album photo que ma mère lui avait donné. Il regardait les images avec cette concentration sérieuse que seuls les enfants peuvent avoir. Puis il m'a regardé, et il a dit « Papa, pourquoi je n'ai jamais vu la famille de maman ?» Je me suis figé. Sarah, qui passait avec une tasse de thé, s'est arrêtée net. Elle a croisé mon regard. On s'était préparé à cette question. Mais pas à ce moment précis. Je me suis assis à côté de lui. Tu sais, mon cœur, parfois, les familles ne sont pas toujours comme dans les dessins animés. Parfois, certaines personnes ne veulent pas faire de place à ceux qui choisissent une autre route. Ils sont méchants. Pas méchants. Juste enfermés dans leurs idées. Il a réfléchi. Mais maman, elle est gentille. Elle l'est, oui. Et elle a fait un choix très courageux. Elle a choisi notre famille, à nous 3. Sarah s'est assise de l'autre côté d'Idriss et a posé sa main sur la sienne. Un jour, si tu veux, je te raconterai toute l'histoire. Mais ce qui compte, c'est que toi, tu n'as rien à prouver à personne. Tu es aimé. Tu es libre. Il a souri. Et il a dit. Alors j'ai pas besoin de plus de famille. Vous me suffisez. J'ai senti mes yeux me piquer. Sarah l'a pris dans ses bras. Mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est que ce même jour, une lettre avait été déposée dans notre boîte aux lettres. Une enveloppe sobre. Blanche. Aucun nom. Pas de timbre. Glissée à la main. Je l'ai trouvée en sortant chercher du pain. Je l'ai ouverte, debout dans l'entrée, encore trempée de pluie. À l'intérieur, une feuille pliée en 2. Et quelques mots. Je suis tombé sur une photo de vous dans un article. Vous avez l'air heureux. Je ne cherche pas à revenir dans votre vie. Mais je voulais que vous sachiez que je pense à vous. Je suis désolé. M. Je suis resté là, longtemps, la lettre entre les mains. Puis je l'ai brûlée. Pas par haine. Mais pour laisser le passé là où il doit être, derrière. Je suis rentré. J'ai retrouvé mon fils en train de dessiner, Sarah en train de lui parler doucement. Et j'ai souri. Parce que je savais que j'avais gagné. Pas contre Mehdi. Contre tous ceux qui avaient tenté de me voler ma liberté. Ma dignité. Mon avenir. Et à ce moment précis, je n'étais plus le fils d'un père disparu, ni le mari d'une femme menacée, ni l'homme qui avait refusé un contrat. J'étais juste un père. Un homme debout.
Un homme libre.